Alain, propos d'un Normand. Un professeur me disait hier: vous avez exposé récemment quelles sont les vertus les plus nécessaires à un proviseur de lycée, et non sans ironie, comme si vous supposiez que ce n'est pas pour ces vertus-là qu'on les choisit. Si vous étiez du métier depuis 30 ans, comme moi, vous sauriez qu'on les choisit, en réalité, de façon qu'ils n'offrent pas, dans leurs actes, ni même dans leurs paroles, la plus faible trace des vertus dont il s'agit. Oui, réellement, tous ceux qui adorent le succès, vendent le savoir en paquets de 2 sous et changent l'opinion dès qu'on les en prie, semblent marqués d'avance pour les fonctions administratives. Expliquez-moi cela, si vous pouvez. Pourquoi les plus nobles caractères, les plus estimés, les plus respectés, sont-ils justement ceux qui ont le moins de puissance dans l'État? Disons d'abord une chose, c'est que ce professeur exagère. Il y a des hommes de valeur dans l'administration, qu'il s'agisse d'instruction publique, de police ou de finance. Mais j'avoue que je ne comprends pas du tout comment cela peut arriver. Un ministre va choisir un directeur. Je suppose qu'un des candidats lui soit présenté à peu près en ces termes: n'a point d'ambition, agit par principe, n'a de respect que pour les raisons, n'en a point pour les puissances, ne fait jamais fléchir ni la loi ni le droit, est impassible devant les promesses et les menaces, comme le stoïcien devant César. Le ministre se dira: ce sont là de hautes vertus, de trop hautes vertus. Il me faut un habile homme, qui concilie tout, qui arrange tout. Un directeur, c'est un brise-lames. On gouverne en cédant, en biaisant. L'histoire le prouve. Certes, je ne suis pas pour qu'on incline les principes sans nécessité. Mais c'est moi, le responsable. C'est moi qui suis juge des nécessités. Je ne veux point de ce philosophe en fer forgé. Qu'il pense, je n'y vois point de mal, mais que ce soit un roseau pensant. Ce trait fait rire son Excellence. Il choisit un roseau, orné tout juste d'un petit plumet de pensée que le premier vent emportera. Le mal vient de haut, il s'aggrave en descendant. Voilà maintenant notre directeur qui délibère, avant de choisir quelque sous-directeur ou quelque inspecteur ou quelque chef ou sous-chef de n'importe quoi. Il tient le candidat au confessionnal, et je sais très bien quel discours il va lui faire. Qu'il faut des principes, assurément, et ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la justice et du progrès. Mais que celui-là seul qui est au sommet voit assez loin pour discerner le nécessaire, le possible et l'impossible. Que toutes les questions sont complexes, que la réalité sociale est un tissu d'intérêts entrecroisés, qu'il faut dénouer, non trancher, qu'il faut du tact, de la prudence, de la patience, de la discrétion, que l'habile pilote cède au vent et à la vague, que la critique est aisée et que l'art est difficile, qu'il faut savoir transiger, qu'une affaire remise est souvent une affaire résolue, qu'enfin l'obstination, l'orgueil et la colère doivent être laissés à la porte. Je vous fais grâce des développements. Ils coulent avec un bruit monotone, comme d'un robinet entrouvert. Ils sont clairs, sensés, irréfutables partie par partie. La masse en est obscure, menaçante, écrasante. L'homme libre comprend assez, se lève et s'en va. Le naïf, qui manque plus de force que d'intelligence, se sent la cervelle noyée et tous ses plans embouillis. Mais le rusé compère redresse alors sa souple échine. Il cite, comme de nobles services, les beaux tours de cartes qu'il a faits. Les deux augures échangent un sourire, et la France compte un éminent administrateur de plus. 15 juin 1909.